dans votre émission Écran Vert qui reçoit pour vous ce soir le général Agourou Maurice avec qui nous allons parler du corps Pépin. Et pour en parler, nous avons fait le déplacement au quartier général de ces structures. On le reçoit dans quelques instants. Écran Vert, le portrait. Maurice Agourou est lieutenant général en retraite, commandant du corps pour la protection de parcs et réserves naturelles apparentées. À la tête de cette structure depuis 2018, cet officier supérieur de FARDC est passé aussi par le collège de haute de stratégie et de défense en RDC, une formation suivie de celle faite en Allemagne à l'école supérieure d'état-major. Le lieutenant général Maurice Agourou est aussi ancien de l'école de formation d'officiers de Kananga. Une formation qui lui ont permis d'assumer plusieurs fonctions, notamment le commandant général des écoles militaires en RDC pendant 4 ans, soit de 2014 à 2018. 2 ans plus tôt, il a occupé le poste de directeur affaires politiques et mécanismes d'alerte de l'Afrique centrale, CEEAC, au Gabon pendant 2 ans. Le lieutenant général Maurice Agourou a aussi donné son expérience 6 ans d'Iran comme sous-chef d'état-major de la force multinationale de l'Afrique centrale en charge du SIC. Parmi les formations suivies, celle relative à l'analyse des conflits en République sud-africaine, suivie de celle de la médiation, dans cette même logique aussi, la planification et gestion de projets, sans exclure celle de la stratégie militaire. Au nom de la paix, nous retenons aussi sa formation en maintien de la paix. Âgé de 70 ans, le lieutenant général Maurice Agourou Mamba, commandant du corps PPN, est l'invité d'Écran Vert. Il est vrai que nous sommes en plein confinement, c'est comme ça que vous voyez le port de masque. Il faut également respecter la distanciation sociale. Mon général, bonjour. Bienvenue sur ce plateau Écran Vert. Merci. C'est un premier passage, il est dit tantôt qu'on parlait du corps Pépin. C'est quoi le corps Pépin? Qu'est-ce que ça représente pour la nation congolaise? Le corps PPN, c'est le corps pour la protection des parcs nationaux et des réserves apparentées. On appelé corps PPN en sigle. C'est une structure paramilitaire qui a été créée en 2015 par le décret du Premier ministre sur recommandation du Conseil supérieur de la défense. J'espère que vous connaissez la structure politico-militaire et qui a recommandé la mise sur pied ou la mise en place d'un corps qui sera chargé de la sécurisation des parcs nationaux. Voilà. Et comment vous fonctionnez? Nous sommes structurés, il y a un état-major ici, comme ici, là où nous sommes. Et puis sur le terrain, il y a des détachements corps PPN. C'est ce qui est prévu dans le décret. Et ce sont des unités qui existent déjà, des unités qu'on appelait dans le temps et qu'on appelle sur les trucs la lutte, des unités de lutte anti-braconnage. La structure doit-elle forcément être chapeautée par un militaire? Oui, c'est prévu que c'est un général en retraite de la police ou de l'armée, en retraite ou en activité. Et votre mise en retraite n'a pas dérangé votre fonction au niveau du corps PPN? Ça n'a rien à Pépin? voir, c'est tout. Ça n'a rien à voir. Alors dites-nous, vous nous parlez de la protection des aires protégées, vous nous parlez de la protection des parcs nationaux. S'il faut parler de la conservation dans ce pays, je comprends bien que vous intervenez dans le volet sécuritaire, c'est ça? Oui, c'est ça notre boulot, c'est notre rôle, notre tâche, c'est de sécuriser, c'est-à-dire défendre l'intégrité des aires protégées. C'est comme l'armée défend l'intégrité du territoire. La police s'occupe de la protection des populations, de leurs biens, de l'ordre public. Nous nous occupons uniquement de la défense et de la protection de l'intégrité des aires protégées. Et depuis que vous êtes là, comment ça se passe sur le terrain? Ça fonctionne très bien. Nous sommes en contact avec le terrain, nous suivons ce qui se passe, nous donnons des instructions pour la lutte anti-braconnage. Justement, c'est la mission
du corps PPN, c'est de mener, mener la lutte contre le braconnage et également mener la lutte contre plusieurs d'autres criminalités environnementales. Voilà notre rôle. Quelle est la mention que vous attribuez lorsqu'on parle des résultats aujourd'hui? Oh, mais ça évolue, mais nous avons beaucoup de défis à relever. Tel que Les défis sécuritaires sont énormes pour le moment et nous n'avons pas toutes les capacités voulues pour faire face à tous ces défis-là. Il y a beaucoup de braconniers encore, il y a des groupes armés qui sont dans les parcs, il y a des gens qui envahissent les parcs, etc. Et lorsque vous dites que vous n'avez pas assez de capacité, à quoi est-ce que vous faites allusion? Vous faites allusion aux moyens, vous faites allusion aux ressources humaines? Il n'y a pas assez de ressources, mais nous avons prévu, il n'y a pas assez d'effectifs, il faut renforcer la capacité des éco-gardes. Vous en avez plus ou moins combien pour l'instant? Il y a 4000. Vous estimez qu'il faut combien d'éco-gardes par aire protégée? J'ai suivi mon directeur général, je suis à l'ICSN. La direction générale prévoit 10 000, mais nous avons pensé après les études que progressivement, si on arrive à 8 000, on peut bien protéger toutes les superficies des aires protégées. Vous pensez qu'il faut combien par aire protégée? Le Virunga, par exemple, non, il faut combien ça dépend des aires protégées, ça dépend de la superficie, ça dépend de la menace et tout ça. Chaque parc a des spécificités. On va prendre l'éco-découverte, chers téléspectateurs, on se retrouve juste après. Éco-découverte. Le parc national de Virunga, jadis parc Albert, est le plus ancien parc national de la République démocratique du Congo et d'Afrique. Créé en 1925, il est très riche par sa faune et sa flore. Le parc est situé dans l'est de la République démocratique du Congo et couvre en partie les montagnes de Virunga, près du Rwanda et de l'Ouganda. Il présente l'île de densité de population le plus élevé d'Afrique avec plus de 400 habitants par kilomètre carré. En 1979, il est consacré patrimoine mondial pour son exceptionnelle biodiversité. Il est également désigné site Ramsar depuis 1996. Le directeur actuel est le prince Emmanuel Demerode. Alors, avec quelle approche gérez-vous les aires protégées en RDC? Quelle approche? Il y a des principes, il y a des conventions, par exemple, sur la diversité biologique. Il y a beaucoup d'accords, il y a beaucoup de principes qui ont été énoncés, notamment, par exemple, la prévention, les précautions. Nous préparons ou nous mettons en place des mesures préventives, ça c'est très important. Et il faut savoir que le rôle des éco-gardes qui nous appartient, qui appartiennent au corps, c'est l'application des lois. Ce n'est pas pour nous battre. Nous n'avons pas le statut de belligérance. Donc, notre rôle, c'est l'application des lois. Voilà. L'application et donc, nous nous référons aux dispositions légales, notamment la loi de 2014, etc. Depuis que vous êtes là, qu'est-ce qui a changé depuis la création du corps PPN? Depuis la création de... Ça n'a pas existé, comment ça va changer? Nous sommes oui, certainement qu'avant, nous sommes en train de monter les capacités, de développer les capacités que nous avons trouvées insuffisantes. Et nous sommes en train de monter. Nous avons déjà, je crois, intervenu dans beaucoup par exemple, certains conflits avec les populations. On a déjà participé au forum, par exemple, de cohabitation pacifique du parc de Garamba avec les populations locales. Ça, c'est déjà beaucoup au niveau de Kaouzi-Biega. On a aussi résolu le problème. Ceci, nous avons participé. Ce n'est pas seulement notre rôle. Nous sommes à l'ICCN avec la direction générale de l'ICCN. Qu'est-ce qui a toujours été à la base de ces différents conflits? Non, ce sont des actes peut-être
c'est l'exploitation illégale de ressources naturelles souvent. Ou bien les gens envahissent, ils produisent, ils font les champs dans les parcs. Il y en a qui exploitent des ressources naturelles dans les parcs d'une manière illégale parce que ce n'est pas autorisé. Et il y en a qui pensent que les parcs ne font pas assez, alors qu'il y a quand même des activités socio-économiques qui sont développées par le parc au profit des populations locales. Et la dimension de la communauté lorsqu'on parle de la conservation, où est-ce que vous la placez? Non, les communautés qui nous intéressent, ce sont les communautés riveraines, qui sont vraiment riveraines au parc national. Pas d'autres populations. Mais exactement, ce sont toujours ces communautés-là qui ont toujours été à la base de certains conflits, de certaines violations aussi. Non, souvent ce sont des différends entre l'administration des parcs et certains acteurs. En principe, moi, ce que je dis, il n'y a pas de conflit avec les populations riveraines. Il y a tout simplement certains différends qu'il faut mettre sur la table. Et tous les conflits, vous savez, moi j'ai fait longtemps dans la structure qui s'occupe des conflits. On vit avec les conflits, on peut les résoudre. Est-ce que vous êtes écouté? Est-ce que votre message passe? Avez-vous la même compréhension que les communautés? Oui, mais il faut voir, il faut chercher les causes. Quand on veut résoudre des conflits, on cherche d'abord quelles sont les causes profondes. Pourquoi les gens se lamentent? Pourquoi ils font ça, par exemple? Pourquoi on fait le braconnage et l'autre? Parce que depuis longtemps, ils vivent avec des produits, disons, sauvages, ils font des braconnages, mais il faut réglementer tout ça. La chasse, par exemple, il faut la réglementer. Il faut que ça soit utilisé d'une manière durable, c'est ça ce qu'il faut. Mais il n'y a pas, disons, des conflits violents avec le parc. Ça, il n'y en a pas. Comment vous nous présentez la gestion des parcs pour l'instant? Elle est bonne. Elle est bonne. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Tout le monde. Non, moi je suis ça. Mais ce n'est pas moi qui gère les parcs. Il y a toute une structure qui gère les parcs. J'ai dit que nous sommes au sein de l'ICCN. Exactement, c'est sur base au de niveau de indicateurs? l'ICCN, il y a plusieurs modes de gestion qui existent. Là, je crois qu'il faut approcher la direction générale de l'ICCN. Et comment vous nous présentez la situation sécuritaire dans les parcs nationaux? Non, elle est très critique. Surtout les parcs qui sont à l'est connaissent les activités illicites des groupes armés qui sèment la pagaille, qui sèment l'insécurité tout autour des parcs. Pourquoi c'est souvent les parcs qui sont dans la partie est de la République démocratique du Congo qui sont plus ciblés? Ce qui s'est passé à l'est, ça fait 20 ans. Il y a des groupes armés qui sont partout et c'est dans les parcs justement, c'est ça l'enjeu. C'est dans les parcs que ces gens ont trouvé leur refuge. C'est là ils peuvent manger, ils peuvent faire le makala par exemple. Vous n'avez pas les moyens pour les déloger? Mais pour le moment, les forces armées sont là pour le faire et ça se fait déjà. Qu'est-ce qui s'est passé dans le Virunga? Quand? Y a-t-il là quelques jours, y a-t-il là quelques semaines? Nos éléments sont tombés dans une embuscade qui a coûté très cher. D'ailleurs, vous nous avez trouvé en pleine réunion pour analyser ces faits-là. Donc, c'est un incident très malheureux qu'on n'a jamais connu. Vous savez, ce parc a déjà connu à un certain moment plus de 176 éco-gardes qui sont tués comme ça alors qu'ils ne sont pas là pour faire la guerre ou autre chose. C'est très malheureux. À un certain moment, on avait tendance à oublier cette page noire, mais c'est une situation qui a ressurgi. Sur base de quoi? Pourquoi? Et comment? Non, je ne veux pas ici donner les détails parce qu'il y a des enquêtes qui se mènent. On va prendre l'éco-créativité, chers téléspectateurs. On se retrouve juste après. Éco-créativité.
Comment pensez-vous décourager le braconnage dans les aires protégées? Il faut prendre des mesures, il faut les dissuader. C'est la dissuasion. Il faut prendre des mesures de dissuasion et de prévention. C'est-à-dire que il y a tout un système de sécurisation qu'on a. Nous avons élaboré les concepts d'emploi des du corps PPN. Nous avons des modes opératoires et tout ça. Et j'insiste que notre rôle, c'est l'application des lois. Et donc, qui pose toujours problème? Non, ça ne pose pas problème. Nous avons des OPJ assermentés qui peuvent mener des enquêtes et qui peuvent traduire des gens à la justice, etc. Mais combien de procès ont abouti dans ce sens-là pour essayer de décourager un peu plus? Je n'ai pas le nombre, mais ça se passe. Ça se passe déjà. Nous avons beaucoup évolué. Vous savez, par exemple, à Garamba, aujourd'hui, le phénomène LRA n'est pas tellement évoqué. La population est contente de ce qu'on a fait avec les forces armées. Il y a d'autres parcs. Il y a déjà beaucoup des efforts qui ont été fournis. On décrit aussi la connivence dans cette affaire. Oui, écoutez, l'enjeu, ce sont des populations environnantes. Vous savez, pour qu'il y ait braconnage, il faut que les braconniers passent par quelque part. C'est pourquoi les populations environnantes constituent un enjeu de taille dans la sécurisation de parcs. Les hautes personnalités aussi. Il faut aussi travailler avec cette population pour qu'elle devienne actrice de conservation. Ça, c'est très important. Et les personnalités, l'autre personnalité impliquée aussi dans le coup. Non, je ne veux pas entrer dans ces détails. En général, la plupart des zones de conservation sont en proie à l'insécurité. C'est du moins l'image que nous avons. Alors, est-ce possible de faire de ces zones des espaces de priorité? Oui, c'est déjà. Vous savez, nous avons évalué toutes ces menaces-là. Peut-être que je l'ai dit autrement, mais toutes les menaces sont connues. Nous savons des mesures. Nous sommes en train de suivre 24 heures sur 24 ce qui se passe autour des parcs. Et donc, ensemble avec... Mais il y a quand même des trucs qui vous échappent lorsqu'il y a des attaques par moment qui surgissent, vous arrivez à faire des éco-gardes et tout ça. Il n'y a pas beaucoup qui nous échappe. Nous connaissons ce qu'il y a. Nous connaissons les acteurs. Nous les suivons. Il y a des indicateurs qui nous permettent de voir, de suivre des risques, des indicateurs de veille. Nous avons déjà élaboré ça. Mais pour le moment, difficile de mettre la main sur eux. Non, il y en a. À Garamba, il n'y a pas 3 jours, on a neutralisé, je crois, les sites soudanais qui sont venus des braconniers à Garamba. Non, le travail se fait convenablement au niveau des sites. Est-ce que vous vous sentez à l'aise de parler conservation aujourd'hui en République démocratique du Congo? Oui, il y a beaucoup d'efforts qui se fait, beaucoup au niveau de la direction générale. Il faut quand même reconnaître les efforts qui sont fournis. Souhaitez-vous faire de la conservation une priorité nationale? Comment y arriver? Pour faire de ça, il faut d'abord, vous savez, l'importance de l'environnement.
Hein, ça, vous le savez actuellement dans le monde, qu'est-ce que ça signifie. Vous savez, beaucoup de choses qui se passent actuellement, c'est le déficit d'information. Or, il y a une ligne dans la conservation qui prévoit la sensibilisation, l'éducation et la communication. Il faut communiquer. Il faut communiquer suffisamment. Il faut également vulgariser les lois. La plupart des conflits dont vous avez parlé, c'est dû au déficit d'information. Les gens ne sont pas informés suffisamment. Ça, c'est un élément vraiment détaillé. Qui finance le corps PEPEN? C'est le gouvernement. Vous avez des moyens qu'il vous faut pour fonctionner convenablement pour l'instant? Non, les moyens viendront. Hein, vous gardez foi? Oui, non, ça vient et le problème est déjà posé, les évaluations ont été faites et le gouvernement a la volonté. Il y a la volonté politique pour l'opérationnalisation. Alors, nous parlons de la protection des aires protégées. Nous savons qu'il y a aussi un sérieux problème. Il faut décourager le braconnage. Par quoi faudra-t-il commencer? Il y a des mesures qu'il faut prendre. Les mesures, elles sont préventives. Donc, sur le plan international, par exemple, vous n'estimez pas... il faut collaborer. Il y a aussi dans le cadre de... Il y a aussi d'autres structures qui existent, par exemple la CITES, la Convention sur le commerce et ça, qui travaillent avec d'autres structures. Ce n'est pas seulement nous. Nous, notre rôle, c'est limite juste au parc, dans les limites des parcs. Apprenons à lire, apprenons à nous familiariser avec les termes environnementaux. On va prendre concept vert. Concept vert. Un jardin potager est un jardin ou une partie de jardin où se pratique la culture vivrière de plantes potagères destinées à la consommation familiale. Comment le corps PEPEN définit l'année 2020 en termes d'action? En termes d'action, c'est nous sommes dans le processus de l'opérationnalisation du corps PEPEN, du développement de la capacité. Ça passe par la formation, ça passe par l'équipement, ça passe par l'entraînement de formations spécifiques aussi, de éco-garde, et je pense que c'est tout. Monsieur le Général, nous vous disons merci d'avoir disponibilisé votre temps pour échanger avec nous. À moins que vous ayez quelque chose à ajouter par rapport à notre entretien du jour. Non, ce que je peux dire, je vous remercie très sincèrement. Et je pense que c'est comme j'ai dit, je vous exhorte à vulgariser, disons, beaucoup de textes, tous les textes qui concernent l'environnement et tout ça. Il faut que les gens puissent s'imprégner de ces domaines. Ça, c'est très important. Vous, la presse, vous avez beaucoup à faire. Et pour ce qui nous concerne, sachez qu'il n'y a pas de conservation sans sécurité. Voilà, merci. Merci. On va séparer par ce petit carnet. Vous allez nous laisser votre contribution pour la planète. C'est une pensée que vous allez nous laisser et nous allons partager avec les téléspectateurs. Maintenant, là. Par écrit maintenant. Merci beaucoup. Mon idée pour la planète.